Bienvenue, aujourd'hui, on plonge dans une source vraiment particulière, une de celles qui franchement prend aux tripes. C'est un enregistrement audio, une captation brute, presque, volée, d'une conversation privée entre Spite et Iron Smile. Et le contexte, c'est tout. Ça se passe dans une chambre, tard le soir, juste après un moment de grande intimité. Notre mission, si on peut dire, c'est de déchiffrer la psychologie incroyablement complexe d'Iron Smile à travers le récit qu'il fait de son propre passé. On va assister à une confession, d'une vulnérabilité choquante, avant que tout bascule. Vraiment, tout bascule vers quelque chose de beaucoup plus ambigu. On va donc décortiquer ça, de la confidence jusqu'à la chute brutale. Oui. Et ce qui est puissant ici, c'est qu'on n'a pas affaire à un rapport ou à un témoignage à très coup. On est au cœur du réacteur. C'est un document qui capture un moment de bascule, vraiment. Un instant où les masques sont censés tomber. Mais la question, c'est est-ce qu'il tombe vraiment? Ou est-ce qu'on en enfile juste un autre? On va explorer comment un traumatisme fondateur non seulement façonne un individu, mais devient aussi une sorte de monnaie d'échange dans ses relations. Comment la vérité, ou ce qui est présenté comme tel, peut être à la fois un appel à l'aide et en fait l'arme la plus sophistiquée qui soit. Et ça commence dans une ambiance presque cinématographique. Faut imaginer la scène. Une chambre en désordre, une lumière très tamisée, une atmosphère lourde, tu vois, de fatigue, mais tendre. Spitz et Iron Smile sont allongés. Ils se tiennent la main. Tout est calme. Et là, il y a ce détail qui change tout. Spitz, elle sait que les appartements sont truffés de micros par les Gémeaux Corp, ces conglomérats qui surveillent tout. Du coup, elle met de la musique. Un vieux standard, Feeling Good. Elle ne met pas juste une ambiance, elle construit un mur de son. C'est plus qu'un mur, c'est un sanctuaire. Cet acte n'est pas du tout anodin. C'est une manœuvre délibérée. En créant cette bulle acoustique, elle dit à Iron Smile, ici, maintenant, tu l'as en sécurité. Personne d'autre n'écoute. C'est une permission. La vulnérabilité, surtout pour un personnage comme lui qui est construit sur le contrôle absolu, elle a besoin d'un espace protégé pour exister, même un tout petit peu. La musique devient une sorte de contrat de confiance implicite entre eux. Et c'est seulement à l'intérieur de ce cocon qu'il se sent capable de proposer, de raconter une histoire. Et cette histoire, on comprend tout de suite que c'est la sienne. Il commence à parler une enfant qui ne s'appelait pas Iron Smile, mais Jupiter. Elle est la fille du général Cloud, une figure corporatiste monumentale, un bloc de pouvoir qui la méprisait ouvertement. Il voulait un fils. Jupiter était, et je reprends ces mots dans l'enregistrement, une erreur, une déception fondamentale. Il lui disait des trucs comme « Tu n'es qu'une déception qui respire le parfum de ta mère, inutile comme une fleur sur un champ de bataille. » La violence est là dès le départ. C'est une violence d'effacement. C'est ça qui est terrible. Dès sa naissance, son identité est niée. Elle est définie par ce qu'elle n'est pas. Pas un héritier, un mâle. Son père ne la voit pas comme une personne, mais comme l'incarnation de sa propre frustration. C'est la base psychologique de tout le reste, en fait. Toute sa vie future serait une réaction à ce rejet originel. Une tentative désespérée de prouver son existence, souvent par des moyens destructeurs. Exactement. Et son seul espace de liberté, c'est un vieux synthétiseur un peu déglingué, caché dans un coin de leur penthouse luxueux mais glacial. C'est là que le miracle se produit. Quand elle chante, sa voix est, on la décrit comme celle d'un ange. C'est sa seule rébellion. Un acte de beauté pure dans un monde de brutalité. Une rébellion secrète. Les années passent, son adolescence est une prison dorée. Le père est un tyran, et la mère est une figure tragique, soumise, terrifiée. Elle ne fait que lui murmurer des mensonges pour la consoler. Des choses comme un jour mon étoile, il changera, il verra qui tu es, il t'aimera. Et ce mensonge maternel, c'est peut-être une violence encore plus insidieuse. C'est une injonction à la passivité. Au lieu de lui dire « bats-toi » ou « fuis », elle lui dit « attends et endure ». On lui refuse non seulement la reconnaissance de son père, mais aussi la légitimité de sa propre souffrance. On lui apprend que son mal-être ne dépend que du bon vouloir d'un autre. Sa seule vérité, le seul endroit où il a vraiment le contrôle, c'est sa voix. Chaque note qu'elle chante est un acte de souveraineté. Et la rupture, l'explosion, ça arrive quand elle devient une jeune adulte. Son père, sans surprise, lui impose un mariage arrangé. Il ne s'en cache même pas, il appelle ça un contrat corporatif, une fusion d'actifs. Le jour de la cérémonie, tout le gratin de la corpo est là, les drones, caméras partout. Jupiter monte sur le pupitre, prend une grande inspiration devant tout le monde et prononce un seul mot, non. Un nom qui déchire tout. Et elle s'enfuit en courant, sa robe de mariée qui se déchire.
un plan qu'elle avait préparé. Arrêtons-nous une seconde sur ce nom. C'est un événement sismique. C'est l'acte de naissance de son agentivité. Pour la toute première fois, elle refuse publiquement, frontalement, le destin qu'on a écrit pour elle. C'est la tentative de reprendre le contrôle de sa propre narration. Même si l'échec est quasiment certain, cet instant est fondamental. C'est le moment où Jupiter choisit d'exister pour elle-même. Mais comme il le dit lui-même dans l'enregistrement, avec une voix pleine de fatalisme, on n'échappe pas à un général de corpo. Elle est rattrapée, traînée, jetée à ses pieds. Et son père n'est même pas en colère, il est pire. Il est humilié, publiquement. Et la punition, c'est d'une cruauté qui dépasse l'entendement. Il s'approche d'elle avec une lame chirurgicale, et ses mots dans l'enregistrement sont glaciales. « Souris, ma fille. Plus jamais tu n'auras la voix du rossignol pour pleurer ta honte. » Et là, il lui lacère les joues, des commissures des lèvres jusqu'aux oreilles. Il lui grave de force un sourire permanent, ce qu'on appelle un sourire de Glasgow. Et ce sourire, c'est la clé de tout. Ce n'est pas juste une cicatrice, c'est une signature, une marque de propriété. Son père a littéralement signé son œuvre sur son visage. C'est une forme de gaslighting physique. Il la force à porter un masque qui nie sa propre réalité émotionnelle. Le sourire, qui devrait être le symbole de la joie, devient une cage de chair. Un rappel constant de sa soumission. Il ne l'a pas juste blessé, il a piraté son expression même. Et ça ne s'arrête pas là. Il lui crache dessus en déclarant « J'ai perdu une fille, mais j'ai gagné un fils ». Ensuite, elle est traînée dans un bloc opératoire clandestin. Elle subit une transition de genre forcée, des cybernétisations massives. L'acier remplace la chair. Et le coup de grâce, ils lui détruisent les cordes vocales. Sa voix d'ange, son unique refuge, est anéantie, remplacée par un murmure métallique, cassé, synthétique. Elle ne pourra plus jamais chanter. C'est à ce moment précis que Jupiter est morte et qu'Iron Smile est né. C'est un processus de déconstruction et de reconstruction totale. Il ne la tue pas, il la reprogramme. C'est l'acte de contrôle narcissique ultime. Il détruit méthodiquement chaque pilier de son identité. Sa féminité, qu'il a toujours méprisée, son visage, qui portait ses émotions, et sa voix, qui était son âme et sa liberté, pour la reconstruire à son image. Un fils cybernétique, une arme, un objet qui correspond enfin à ses attentes. Il ne l'a peu punie, il l'a effacée pour la réécrire. L'enregistrement, à ce moment-là, est poignant. On entend le souffle de Spig, on entend ses sanglots. Elle est complètement bouleversée. Et dans un moment d'une tendresse infinie, elle lui demande la permission de l'appeler Jupiter. Mais seulement en secret, entre eux. Et il accepte. C'est comme si elle lui rendait son nom, son identité volée. Il lui avoue alors que ce qui l'a attiré chez elle, c'était sa voix, pure, cristalline, qui lui rappelait celle qu'il avait perdue. C'est un moment d'une puissance psychologique énorme. En lui offrant ce nom, Spite lui offre une reconnaissance. Elle ne voit pas seulement le monstre, Iron Smile. Elle voit la victime, Jupiter. Elle lui dit, en substance, « Je vois la personne que tu étais avant le traumatisme, et c'est cette personne que j'aime. » C'est une tentative de guérison, de rédemption par l'amour. Spite lui dit alors les 3 mots « Je t'aime ». Et il répond « Moi aussi ». Mais il enchaîne immédiatement avec une phrase qui fait l'effet d'une douche froide. « Mais je ne peux pas oublier tout ce que tu as fait ». Il la ramène violemment au présent. Il lui demande de continuer à le voir pour ce qu'il est devenu, pour Iron Smile, le manipulateur, le tueur. Ah, cette réponse, elle est d'une complexité folle. Ce oui mais est en fait un test. Il accepte l'amour, mais il refuse la simplicité de la rédemption. C'est un mouvement classique de ce qu'on appelle le trauma bonding, ce lien toxique. Il l'attire avec sa vulnérabilité de Jupiter, créant une empathie profonde, puis la repousse aussitôt en réaffirmant son identité dangereuse d'Iron Smile. En gros, il lui dit « Aime la victime, en moi, mais n'oublie jamais que je suis un monstre. Et si tu m'aimes, tu dois aimer les deux. » Il la met au défi d'accepter son entièreté toxique. Et la bascule est brutale. Le lendemain matin, l'enregistrement reprend, l'ambiance a totalement changé, la tendresse, l'intimité, tout a disparu. L'air est froid, tendu. Et Spite, clairement secoué, mais aussi déterminé, décide de jouer son propre jeu. Elle lui fait écouter un autre enregistrement.
la voix d'une personne nommée Almi. Le contraste est saisissant. La nuit était dédiée à son passé à lui, où il contrôlait la narration. Le matin, Spite le confronte à un autre secret. Un secret qui n'est pas le sien et qui est potentiellement lié à ses propres actions. La dynamique de pouvoir s'inverse en une seconde. Ce n'est plus lui qui se confesse, c'est lui qui est confronté. Et sa réaction est immédiate et incroyablement violente. On l'entend dans l'enregistrement. D'abord, un silence. Ses épaules qui s'affaissent comme sous un poing invisible. Une fraction de seconde de défaite. Puis, la rage. Il attrape l'appareil qui diffuse la voix d'Almi et le fracasse contre le mur. Il le réduit en miettes. C'est une régression totale. La vulnérabilité de la veille a laissé place à une défense agressive, primitive. La voix d'Almier a touché un nerf à vif. Un autre traumatisme ou, plus probablement, une autre culpabilité. Il ne peut pas affronter cette vérité avec des mots, alors il la détruit physiquement. En brisant l'objet, il tente de faire taire la menace. C'est le retour en force d'Iron Smile qui reprend le contrôle. Jupiter a disparu, il ne reste que le monstre. Exactement. Il redevient le manipulateur qu'on connaît. Il attrape les mains de Spite, les serre fort et lui murmure une promesse vague et presque menaçante. Nous survivrons à tout ça. Une phrase qui les lie de force dans une crise qu'il vient de provoquer. Et juste après, il la fuit. Il quitte la pièce, s'assurant que ses mots sont les derniers. Il la laisse seule, en larmes, au milieu des débris. L'enregistrement se termine sur le son de Spite, qui ramasse les morceaux. Cette fin est cruciale. Elle expose la dualité, inextricable du personnage. En moins de 12 heures, on a vu les deux facettes. D'un côté, Jupiter, le survivant traumatisé qui suscite une empathie presque insoutenable. De l'autre, Iron Smile, le manipulateur violent qui utilise l'intimidation pour maintenir son contrôle. La confession de la nuit, ce n'était peut-être pas un moment de guérison, mais un investissement pour renforcer son emprise émotionnelle sur Spite. Et la violence du matin, c'est le rappel brutal de qui est vraiment aux commandes. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette plongée intense? On a assisté à la naissance d'un monstre, littéralement fabriqué par la souffrance, par la cruauté. L'histoire de Jupiter explique Iron Smile. Son sourire forcé, sa voix brisée, sa relation tordue à la beauté. Tout prend sens. Mais le comprendre, est-ce que ça veut dire l'excuser? C'est toute la question. C'est le conflit central. Cette séquence illustre parfaitement à quel point il est dangereux de faire confiance à quelqu'un dont l'identité même est construite sur le contrôle et la dissimulation. L'intimité, la vulnérabilité qu'il offre un soir, c'est une arme qu'il utilise pour désarmer Spite. Et une fois qu'elle est désarmée, il peut reprendre le contrôle avec une violence terrifiante le lendemain. La confiance qu'elle accorde à Jupiter est immédiatement trahie par les actions d'Iron Smile. Ce sont les deux faces d'une même pièce, truquées. Ce qui nous amène à une dernière pensée, une question qui reste en suspens et qui est peut-être la plus dérangeante de toutes. L'histoire de Jupiter, aussi touchante et terrible soit-elle, est racontée par Iron Smile lui-même, dans un moment qu'il a choisi, dans des conditions précises. Du coup, on doit se demander, dans quelle mesure ce récit, cette confession parfaite, ne pourrait-il pas être l'outil de manipulation le plus puissant de tous? Une histoire calibrée au millimètre près pour susciter l'empathie, l'amour inconditionnel et la loyauté absolue de Spite. Comment savoir si on a été témoin d'un aveu sincère ou d'une performance de maître?